Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger et d'accueillir Michael Taux, qui est ostéopathe spécialisé en prévention et prise en charge des blessures en course à pied, qui est basé en Valais. Tu es aussi un amateur de trail en compétition. Michael, bienvenue sur le Hopcast. Salut, merci. Bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et dans cet épisode, on va échanger ensemble autour de la course à pied et puis de la course à pied pour le public qui nous écoute, donc les plus de 40 ans. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ton parcours, tes spécialités, voilà, qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Oui, merci pour l'invitation déjà. Donc, je m'appelle Michael Taux, je suis ostéopathe à Sion en Valais depuis 2015. J'ai fini l'école d'ostéopathie en 2011. Après, j'ai fait de l'assistanat à Sion aussi et je me suis installé en 2015. Et puis, en fait, très rapidement, je me suis orienté vers les patients plutôt sportifs, on va dire. Je ne fais pas que ça, mais je fais beaucoup dans le domaine du sport, avec beaucoup de formation en fait dans la prise en charge des blessures en course à pied spécifiquement, à la clinique du coureur, une organisation de formation pour les professionnels de la santé et professionnels du sport à Québec. Et du coup, j'ai fait plein de formations avec ça parce que ça m'a permis de mieux gérer en fait les pathologies spécifiques chez les coureurs, qui est un bon complément avec ma pratique ostéopathique finalement, parce qu'en ostéopathie, on ne résout pas tout, loin de là. Et là, j'ai des pistes en plus pour pouvoir gérer ces pathologies. Et toi, ça fait longtemps que tu fais de la course à pied, que tu t'es mis récemment au trail ou ça fait déjà aussi bien quelques années? Alors non, ça fait pas très longtemps en fait. Moi, j'ai fait du hockey sur gazon pendant très longtemps. Et puis en déménageant en Valais, il n'y avait pas d'équipe de hockey sur gazon, donc c'était un peu plus compliqué parce que je suis originaire de Lausanne à la base. Et puis en fait, du coup, j'ai arrêté, j'ai fait pas mal de montagnes avec ma compagne. Et puis depuis la venue de notre fils, en 2019, c'est vrai qu'on a arrêté, on a réduit passablement tout ce qui est escalade, montagne, etc. Et là, je me suis plutôt tourné vers la course à pied qui était plus facile pour moi de maintenir une activité physique. Et puis je me suis en plus, en plus de mon volet de thérapeute, ça m'a permis d'avoir des clés en plus par rapport aux patients. Le fait de pratiquer, ça donne une crédibilité en plus, c'est vrai. Et puis voilà, j'ai retrouvé ce goût de la compétition que j'avais avec le hockey, avec la course à pied. Donc c'est pour ça que. Puis avec le trail, c'est aussi en montagne, du coup. Exactement, puis le trail, c'est aussi en montagne. T'as J'habite lié un les peu en deux. montagne aussi, Ouais. ou au pied des montagnes. Ok, ouais. Alors top, tu as le terrain qui est à portée de main. Exactement. Ouais. C'est ça. Du coup, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un de 40 ans qui souhaiterait se mettre à la course à pied? Alors, le premier truc, je pense qu'il faut déjà, c'est bien de l'entendre, il ne faut pas hésiter. Je pense, il ne faut pas hésiter parce que justement, je l'ai dit, la course à pied, c'est vraiment un moyen super efficace de se bouger. Où qu'on soit, que ça peut être dehors, à l'intérieur, sur tapis, ça peut être en ville, en montagne, à la campagne, ça peut être longtemps, pas longtemps, il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà, quelqu'un qui veut commencer la course à pied, c'est vrai que il y a deux conseils que je donne souvent en fait, qui sont fondamentaux par rapport à la manière de le faire et quant à la gestion à la prévention des blessures, c'est de le faire progressivement. Ça c'est le truc numéro un. Progressif, qu'on ait un passé dans un sport ou pas, il faut de toute façon y aller progressif. La course à pied a tellement d'impact qu'on doit progressivement stresser ces tissus, ces structures pour qu'elles s'adaptent. Et ça, vraiment, dans la prévention des blessures, c'est la base de chez base. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui débute, c'est vrai qu'idéalement, il faut le faire régulièrement. Et régulièrement, toutes les 3 semaines, vraiment, c'est régulier, oui, mais c'est pas assez. Une fois par semaine, de faire de la course à pied, moi j'estime que c'est pas assez non plus pour vraiment stresser et adapter les structures. Il y a un temps de repos qui est peut-être un peu trop long entre chaque sortie et je trouve presque dommage. Donc on est sur du 2-3 fois par semaine, progressif, et toutes les semaines comme ça, je pense que c'est idéal. Et ouais, ça permet aux gens il faut qu'ils y aillent, quoi. La sédentarité est très mauvaise, ça, tu le sais bien, tout le monde le sait bien, mais voilà, c'est toujours bon de l'entendre. Il y avait une étude, j'avais lu une étude, plusieurs études même, qui montrent que la sédentarité, elle est plus néfaste que l'obésité, le diabète et puis je sais plus, les maladies cardiaques, je ne sais plus exactement, combinées.
Donc c'est vrai qu'on a plus à perdre d'être sédentaire par rapport au fait de bouger. Puis quand tu dis progressif, par exemple, donc si une personne voudrait commencer, donc elle part presque de zéro, donc 2-3 fois peut-être par semaine, avec quand même des jours de repos entre deux, je suppose. Et est-ce que tu conseillerais directement de partir en footing, par exemple, ou d'alterner des fois marche rapide et petit footing, ou même au début peut-être marche rapide? Ouais. Bon, c'est vrai qu'on entend souvent, hein, avant de courir, il faut savoir marcher. Quelqu'un qui fait rien de chez rien a peut-être intérêt au début aller faire des balades, etc. Après, bon, des balades, je pense que pas mal de gens en font quand même. Donc, mais c'est vrai qu'on a intérêt à savoir marcher avant de courir. Donc, un des premiers points, effectivement, ça pourrait être de l'alternance marche-course. Mais moi, l'intérêt que je le vois, c'est que quelqu'un qui se met à courir d'emblée, il va peut-être devoir y aller, je sais pas, 5-10 minutes au début. Et pour pas mal de gens, 5-10 minutes, c'est rien. C'est le problème, c'est que c'est pas grand-chose. Ils se disent, moi, je préfère rien faire plutôt que de mettre tout m'habiller, etc. pour 5-10 minutes. Donc à ce moment-là, de l'alternance marche-course, pourquoi pas? Ça rallonge la sortie qu'on peut faire. Et donc c'est faisable. Maintenant, quelqu'un qui se met à courir au début, 5-10 minutes, et puis que progressivement il augmente un petit peu, ça peut très bien jouer aussi, selon moi. Tout à fait. Et j'ai pu lire que tu faisais pas mal d'analyses de course, aussi sur des conseils sur les chaussures, si je me trompe. C'est juste tout ça? Ouais. Plus ou moins. Ouais. Tu vas rectifier ce que j'ai dit, ce que j'ai pu lire. Et est-ce que, selon toi, quelles sont l'importance de faire ces paramètres-là, c'est-à-dire d'analyser peut-être sa foulée ou quelles chaussures je vais porter? Ouais. Alors d'abord sur l'analyse de course, oui, moi je le fais en cabinet sur tapis. Après, en cabinet, j'ai des patients, qui soient élites ou récréatifs, débutants ou pas, j'ai des patients blessés en fait. Donc c'est vrai que c'est aussi un autre volet, c'est que l'analyse de course, elle permet de corréler un peu la plainte du patient, la pathologie, à des gros cailloux qu'il pourrait avoir en courant. Je dis des gros cailloux, c'est vraiment des trucs flagrants quand il court, tu te dis, oh, là, il y a un truc qui ne joue pas, et puis effectivement, de corréler avec la plainte. Et puis, j'utilise l'analyse de course en fait pour faire dans le cadre de la prise en charge de certaines pathologies, pour essayer d'adapter la façon de courir. Alors, il faut savoir qu'il y a autant de coureurs qu'il y a de façons de courir, ou l'inverse. Il y a autant de façons de courir qu'il y a de coureurs. Il n'y a pas un truc universel et tout. Maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte sur les données scientifiques qu'il y a des paramètres sur lesquels on peut jouer qui sont assez efficaces. Et notamment d'essayer de faire adopter aux gens des bons comportements de modération d'impact, c'est-à-dire quand ils courent, qu'ils aient une façon à eux de courir qui minimise en fait la vitesse de force d'impact qu'ils font au sol. Et l'analyse de course, elle permet de bien regarder ça. On regarde de profil et d'arrière, on filme, et puis on compte, on regarde la cadence des gens. Moi, je travaille pas mal avec la cadence en fait. Et c'est vrai que les coureurs récréatifs ont une cadence généralement un peu trop basse. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une vitesse de force d'impact au sol qui est trop importante. Ils font des trop grands pas. Ils tapent très fort au sol. Ça, on peut le voir, hein, des gens qu'on entend 300 mètres derrière arriver en courant. Et cette vitesse de force d'impact, elle est la cause principale de blessures. Et donc, dans le cadre des blessures, comme je disais avant, c'est intéressant d'essayer de travailler ces comportements de modération d'impact. Et puis, c'est vrai que sur le côté, quelqu'un qui débute peut faire une analyse de course. Oui, on peut regarder, on peut parler de cette théorie-là, de ce comportement de modération d'impact. On peut le visualiser sur tapis, mais ce n'est pas complètement nécessaire. On peut juste discuter, en fait, éduquer les gens à ça. Et généralement, ils saisissent assez bien aussi l'importance de la chose. Si on veut aller peut-être un peu plus loin, ou si vraiment ça cause vraiment des gros problèmes, là, on peut essayer d'investiguer un peu plus loin. C'est ça. Puis sur les chaussures, est-ce que ça a une importance ou bien pas? Les chaussures, alors c'est tout un sujet. Hein. Tout un débat. les chaussures, tout un débat. Par où commencer? C'est vrai qu'il y a un truc qui n'est pas en phase entre ce que... alors moi, je regarde pas mal les études scientifiques, en fait. La clinique coureur, ils basent leur message là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce n'est pas la vérité absolue, mais quand on peut justifier la chose scientifiquement, on s'approche d'une certaine vérité, j'ai envie de dire. Et il y a tout un décalage entre les commerces et ce que dit la science. Quand je dis commerce, c'est vrai que c'est les magasins de chaussures et c'est surtout les marques. Et
Donc, à l'heure actuelle, dans la quasi-totalité des magasins, une personne qui veut débuter la course à pied, il rentre dans le magasin, il dit qu'il veut débuter, on va lui donner des grosses chaussures amorties, des grosses chaussures rigides parce que c'est protecteur. Et parce que c'est ce que les marques mettent en avant. Et en fait, c'est pas du tout, c'est à l'opposé de ce que dit la science finalement, où quelqu'un qui débute, on devrait plutôt avoir tendance à lui proposer des chaussures minimalistes, on appelle, qui réduisent l'interface, enfin avec l'interface pied-sol qui est réduite. Pourquoi ? Parce que ça va instinctivement faire en sorte que cette personne-là, elle adopte des bons comportements de modération d'impact. L'analyse de course sur tapis, moi des fois je fais chaussée, non chaussée, donc pieds nus, et en fait on voit que sans rien changer, sans s'en rendre compte, les gens, ils n'ont pas la même pose de pied au sol, c'est pas la même cadence, alors que c'est la même personne à la même vitesse au plus ou moins même moment. Enfin. Et donc ça change beaucoup la biomécanique de course. Et voilà, c'est vrai que les chaussures, c'est tout un sujet parce que la science, la littérature dirait de partir en minimaliste, ça dépend un peu les cas et les antécédents des gens, etc. Mais le problème du minimaliste, c'est que la plupart des gens sont complètement déconditionnés. En fait, les pieds, on est dans des chaussures depuis longtemps, depuis très longtemps, et les pieds s'affaiblissent. Et il ne peut pas débuter en minimaliste comme ça. Donc ça implique une transition, ça implique un effort qui est conséquent. Donc ça, il faut aussi voir sur quelqu'un qui veut débuter, quel investissement il est prêt à mettre dans son truc. Maintenant, je dis souvent, quand on débute, on doit être de façon progressive. Je parlais des 5-10 minutes ou de l'alternance marche-course. Pourquoi pas profiter de ce côté très, très progressif pour le faire déjà avec des chaussures peut-être à tendance minimaliste en fonction de, comme je dis, ses antécédents, ses blessures, ses pathologies peut-être préexistantes. C'est pour ça que c'est intéressant quand même d'en discuter avec quelqu'un qui connaît, alors moi je ne suis pas seul, loin de là, mais qui connaît justement un peu tout ce qui se dit. Et puis malheureusement, les magasins pour ça, ils sont un petit peu biaisés par le business des marques, je pense. Ouais, et puis le but c'est de vendre la paire de chaussures. Et voilà. Mais c'est vrai que j'allais insister du coup, mais après tu l'as bien cité, c'est si on est progressif sur finalement on n'a pas besoin des chaussures vraiment de compétition et tout. Au contraire, si on est progressif, le corps va s'adapter, donc les pieds vont s'adapter et du coup tout le reste du corps suit. Mais effectivement, en fait, à porter des fois des chaussures trop protectrices, finalement, on affaiblit tout notre pied. Et puis après, ça a un impact aussi des fois sur l'équilibre, par exemple. On sait qu'il y a beaucoup de capteurs sensoriels sous les pieds. On est moins bon clair. Dans tout ça, quoi, après. Ouais. Donc c'est un point, comme tu soulèves, après, c'est vrai que commencer après en chaussures protectrices, parce que c'est les habitudes qu'on a au quotidien pour beaucoup, on pourra peut-être commencer la course à pied un petit peu plus fortement qu'en minimaliste. C'est juste ça le truc, en fait. Et on peut trouver un entre-deux, quoi. Il faut trouver, mais c'est d'où la discussion. Mais c'est vrai que quand on va avoir des gens qui ont qu'une partie de ce qu'on peut mettre comme chaussures, entre autres, la discussion, elle n'a pas lieu. C'est vrai qu'en plus, en magasin, alors, je ne fais pas de la super pub au magasin, je suis désolé, mais il y en a plusieurs qui sont bien, notamment à la Tour de Paix, qui est vraiment, vraiment bon. Mais la plupart des magasins, par exemple, ils font courir sur tapis une personne qui veut des nouvelles chaussures, qui débute ou pas, et puis ils vont analyser vraiment la pose du pied, la pronation du pied, cette fameuse pronation, plein de paramètres, puis ils vont donner des chaussures qui viennent corriger ça. Et alors que scientifiquement, ça fait pas mal d'années qu'on n'associe pas, par exemple, une pose de pied au sol à des pathologies. La pronation, la fameuse pronation du pied, on l'associe, toutes les études qui sont menées dessus, on n'a jamais été associé à des développements de pathologies. On ne peut pas dire parce qu'on a un pied pronateur qu'on va se blesser. Et donc de donner des chaussures, par exemple, antipronatrices, c'est des chaussures du coup qui ont des renforts, donc qui sont plus rigides, qui sont plus amorties, parce que la personne elle débute, elle pose son pied pronateur, qui est la plupart des coureurs comme ça, c'est contre-productif, parce qu'on va justement on va décharger, on ne va pas stimuler un petit peu les tissus, alors que à l'inverse, dire ok, c'est comme ça, tu débutes, tu vas progressif, tu te renforces progressivement. On va peut-être parler du renfort après, mais tu renforces ton système et ton corps va venir plus fort. Et puis ça sera tout bénef pour toi. Ça a plus de sens
comme ça, comme tu le dis en tout cas. Ça paraît logique, mais c'est vrai que C'est pas toujours. c'est pas encore d'actualité. Et puis là, je sors un tout petit peu du fil rouge qu'on avait préparé, mais comment trouver du plaisir à courir? Moi, je te donne mon exemple personnel, c'est pas le but de parler de ma personne, mais par exemple, moi, quand j'allais courir, par exemple, je fais du basket, et moi, quand j'allais courir, c'était l'été, par exemple, pour me préparer finalement à ma saison de basket. Et j'ai encore pas réussi à trouver le plaisir d'aller simplement courir dehors. Je le fais de temps en temps, mais rarement. Et j'ai pas encore trouvé ce plaisir. Et comment tu pourrais me dire, peut-être me convaincre, me dire de me mettre à courir? Et je pense qu'il y en a d'autres personnes dans mon cas. Et si tu as des conseils, c'est assez dur après à vraiment dire, parce que c'est vrai que chaque personne est différente. Maintenant, comme j'ai dit tout au début, la course à pied, ça permet, on peut le faire n'importe où. On peut se bouger de n'importe où, qu'on soit en vacances, qu'on soit chez des amis, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse grand beau, qu'il fasse chaud. Enfin, on peut théoriquement le faire dans n'importe quelle situation. Ce n'est pas le cas d'autres activités, on va dire. On fait du basket, du hockey, du fitness. Il faut du matériel, il faut des salles, il faut... Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point, sachant que je trouve que la population générale doit se bouger un peu plus. C'est déjà une clé, la course à pied, qui est intéressante par rapport à ça. Après, il faut se mettre peut-être des challenges. Ça peut être... maintenant, il y a c'est à double tranchant, hein, mais il y a des applications, Strava entre autres, avec des portions des segments où en fait il y a des classements. Alors voilà, c'est des gens qui détestent être dans les classements, d'être dans la compète, puis d'autres pour qui ça les stimule un petit peu et ça peut être une option. Il y a le fait d'avoir des défis, de s'inscrire à une course, se dire tiens, voilà, moi la course c'est pas pour moi, mais j'ai le projet de faire un marathon. C'est une distance mythique ou comme ça, ou un trail, même si c'est un trail tout petit, mais se dire mais tiens, Mort à Fribourg par là, ouais, effectivement, c'est de se faire des défis, puis ça permet de se dire ok, j'ai mon truc, je vais courir. Et en fait, beaucoup de coureurs disent ça à un moment donné, on devient un peu addict de la course à pied. Là, je vous explique pas pourquoi, en fait, on sait pas trop, mais... Puis, il paraît que, je sais pas si c'est vrai, quand on passe un certain seuil, j'ai envie de dire, d'un certain nombre de minutes, c'est là que on commence à avoir un peu plus de plaisir à courir. Je dis quand on fait une sortie, par exemple. Ouais. Ça dépend. Il y a des sorties où c'est pas du plaisir tout le long. Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, il y a des fois, j'ai pas du tout envie. Et puis, je suis content qu'à la fin, quand je suis rentré. C'est comme dans tout, j'ai l'impression. Des fois, on doit se mettre le premier coup de pied. C'est ça. Après, j'ai parlé de la régularité au tout début. C'est vrai que c'est aussi intéressant, et ça, je l'expérimente moi. Sitôt que j'en fais tout à coup moins, ce qui est rarement le cas, là, j'ai eu un peu un coup de mou, donc j'ai fait moins. C'est difficile de s'y remettre. Si on est régulier, qu'on a un objectif, c'est vrai que ça permet de maintenir. Alors, c'est à double tranchant, c'est qu'il ne faut pas non plus se griller parce qu'on a un objectif. Il faut, il y a l'écoute, il faut s'écouter. Mais ça permet de peut-être se challenger un peu par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens pour qui ils vont courir parce que la motivation, c'est que c'est bon pour eux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce petit sucre, j'ai l'impression, qui serait une course mythique, connue ou pas connue, ou des défis perso. J'aime bien les défis perso aussi. Dire, tu pars de chez toi et puis tu vas jusqu'à chez tes parents ou tes grands-parents à pied ou en vélo. Après, c'est égal. Hein, mais, et puis, c'est un aboutissement, c'est assez intéressant. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de fausses croyances aussi entre course à pied et arthrose. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Ouais. Alors, des fausses croyances, effectivement, je crois qu'il faut remettre un peu justement l'église au milieu du village là en 2024, bientôt 25 par rapport à ça. Parce que tout le monde se le dit, hein, mais que ce soit des professionnels ou pas, on a l'impression que c'est mauvais pour soi, pour l'arthrose. C'est basé en fait, c'est un des nombreux mythes en course à pied qu'il y a, c'est basé sur le fait qu'il y a quelques années, ils avaient fait des études où ils ont contrôlé en fait le cartilage des gens qui soumettaient leur corps à des stress mécaniques importants, notamment après un marathon. Puis là, on se rend compte que tout de suite, après un effort important, le cartilage il diminue. Donc ils en ont conclu que c'était mauvais. Le problème, c'est que ces études, elles n'ont pas été faites plusieurs jours après, je ne sais pas pourquoi, et qu'en fait, on se rend compte que le cartilage, il
il regrossit en gros, il reprend de l'épaisseur. En fait. C'est comme une éponge. Et c'est comme les os, ça on l'a un peu compris, quelqu'un qui reste alité longtemps, c'est mauvais pour sa musculature et pour ses os. Les os, ils ont besoin de cette activité, de ces contraintes pour se régénérer. Et le cartilage, c'est pareil, c'est une éponge, c'est comme les disques intervertébraux, ça a besoin de stimulation comme ça pour être renforcé. On dit souvent le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que ses capacités d'adaptation. C'est valable pour le cartilage. C'est clair qu'il ne faut pas trop en faire non plus, mais il faut stimuler. Et puis, j'ai 3 études en tête qui sont assez intéressantes et que j'adore en fait, que je répète souvent au cabinet. La première, c'est de 2010. Ils ont montré en fait qu'ils ont mesuré les taux de glycosaminoglycans, c'est un des composants du cartilage, chez 19 sujets qui étaient sédentaires. Et 10 après, ils ont été soumis à un programme de course à pied en fait sur 10 semaines. Et puis 9, ils n'ont rien fait. Et puis en fait, donc à la base, leur taux était identique. Et à la fin, les 10 sujets qui ont fait une activité de course à pied, un programme progressif de course à pied, ont vu leur taux de glycosaminoglycans augmenter, alors que les autres, ça a stagné ou ça a diminué. Donc, c'est déjà assez basique, mais assez intéressant. Et l'autre, c'est qu'une très belle étude qui a été faite en 2017, je crois, sur 100 000 sujets, donc un échantillon assez intéressant, ils en ont conclu en fait que le taux d'arthrose chez les gens qui faisaient de la course à pied de manière récréative était de 3,5% et que chez les sédentaires, il était de 3 fois plus élevé. C'était à 10,5, un truc comme ça. 10,5% chez les sédentaires. Par contre, chez les élites et ceux de compétition étaient montés à 13%. Donc là aussi, je disais, le corps s'adapte dans la mesure où le stress est appliqué, etc. C'est clairement ça. C'est-à-dire que de trop en faire, c'est pas très bon, effectivement. Les athlètes élites, effectivement, ils ont une charge qui est hyper importante et que, du coup, on peut imaginer qu'ils sont un peu trop dans la contrainte et c'est vrai que sur le long terme, c'est pas très bon. Mais que le côté sédentaire, de nouveau, il est archi pas bon. Donc vas-y, excuse-moi. Et puis la dernière, c'était en fait une étude, je ne sais plus le nombre de sujets, mais 15 000, je crois, mais c'était en 2013. Donc c'est quand même 10 ans, mais elles sont assez belles. Elles étaient bien menées. Il y a en fait 15% de moins de risque d'arthrose chez les gens qui font de la course à pied. Et quand ils ont défini la course à pied, c'était 2 km par jour au moins. Donc il y a 15% de moins par rapport aux sédentaires. Et puis en fait, ce taux, il n'augmente pas chez ceux qui font de la longue distance, du marathon par exemple. Donc là, c'était aussi assez intéressant. Donc si on en tire un peu des conclusions, c'est-à-dire que si on reste dans la fenêtre un peu santé finalement, puis qu'on ne va pas dans les deux extrêmes, de pas assez ou de trop, et ben finalement c'est là qu'on a les meilleurs impacts sur l'arthrose, positif. Exactement. Sur l'arthrose, effectivement, après, de manière générale, sur le système du corps, tout à fait. On parle de quantification. La clinique du coureur, ils ont mis en place un schéma que je peux peut-être partager, que tu pourras mettre le lien, c'est hyper intéressant. C'est la quantification du stress mécanique, ça permet de schématiser, c'est un graphique pour expliquer un petit peu comment on peut soumettre son corps à des contraintes et pourquoi c'est intéressant. Il y a une capacité maximale d'adaptation des tissus, donc le cartilage c'en est un. Si on dépasse cette capacité, ça ne va pas être bon. Tandis que si on ne fait rien, ça ne va pas être bon. L'adaptation, elle va diminuer, la capacité d'adaptation va diminuer. Donc il faut aller stimuler pour renforcer, pour amener le corps de plus en plus loin. Et on voit que le corps humain, il peut faire des choses incroyables si c'est progressif, calculé, écouté. On peut amener le corps humain assez loin. Par rapport à l'arthrose, je reviendrai juste sur le fait que c'est vrai que quand on a de l'arthrose, le cartilage il est blessé, il y a une pathologie qui est pas grave en soi, parce que beaucoup de gens ont de l'arthrose, n'ont pas de symptômes. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on fait une IRM, radio chez pas mal de gens, on va avoir de l'arthrose alors qu'ils n'ont pas de problème. Gris, finalement. Exactement. Mais quand c'est blessé, c'est vrai que ça ne guérit pas. Ça, il faut savoir que ça ne guérit pas. Quelqu'un qui aurait de l'arthrose, qui veut se mettre à la course à pied par exemple, il faut le faire parce qu'il va probablement, on espère, s'il codifie bien, freiner sa dégradation du cartilage, mais il ne va pas le guérir, il ne faut pas se leurrer. Et l'autre chose, c'est les prothèses. Je ne sais pas si tu voulais tu veux aborder ce sujet un peu. On en parle. Bon, c'est vite fait. Prothèse genou, prothèse hanche, un peu tout. C'est vrai que j'ai regardé un peu les données scientifiques sur ça, elles sont hyper
faible, il y a quasi rien. Je ne sais pas pourquoi, ça pourrait être intéressant. Il y a quelques années, c'est vrai que les matériaux utilisés pour les prothèses étaient assez fragiles, donc on avait tendance à dire qu'il ne faut plus faire d'impact dessus pour préserver la durée de vie en fait de la prothèse. Maintenant, les matériaux, ils ont changé quand même. Ils sont quand même beaucoup plus costauds. Donc, je trouve qu'on devrait pouvoir dire aux gens, oui, vous pouvez le faire, mais voilà, en ayant peut-être une fenêtre un peu plus prudente sur la progressivité de nouveau et comment le faire. Mais je pense qu'il faut, dans ce cas-là, il faut en discuter avec l'orthopédiste, avec des professionnels de la santé, peut-être avoir plusieurs avis sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça. Je pense que voilà, ça va changer, vu que ces matériaux ont changé, on sera peut-être un peu moins protecteur, mais voilà, on ne sait pas exactement quel effet ça a par rapport à des prothèses. Ouais, puis suivant aux âges où sont posées les prothèses, peut-être que c'est dur d'avoir un avis sur la durée de vie de la prothèse ensuite, parce que ça vient peut-être que des gens ne courent plus finalement à ces âges-là. Je sais pas, c'est un peu... Après, il y a des gens qui ont des prothèses qui ne sont pas très âgés aussi maintenant. Oui, donc oui, c'est vrai que toujours ce des genre exceptions, de gens-là, mais après, c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres paramètres qui font qu'il n'y a pas beaucoup d'études à ce sujet. Après, c'est un peu comme dans tout, j'ai envie de dire, si on est progressif, finalement, le corps va s'adapter autour de la prothèse, et puis finalement, il ne devrait pas avoir trop de contre-indications. Mais bon, pour ça, il faut être progressif et que en étant progressif, parce que des fois, on se met à la course et puis on commence direct, entre guillemets, par le marathon. C'est le problème. Moi, comme je disais, j'ai des patients au cabinet blessés, et c'est le gros truc que je vois, c'est que l'être humain, on est tous un petit peu cons. On est un peu impatient aussi, c'est ça. On est impatient, et puis voilà, on se met, la théorie de la progressivité, tout le monde la connaît. Mais il y en a pour qui, alors en théorie, mais après en pratique, progressif, il y en a qui disent, voilà, je vais courir déjà 30 minutes, puis la fois d'après, c'est bon, 30 minutes, ça a bien été, j'y vais 50. C'est progressif, c'est 20 de plus, mais c'est énorme, 20 de plus. Mais dans la tête des gens, c'est progressif. Et c'est vrai qu'il faut faire gaffe avec ça. C'est ça, puis des fois, la blessure va venir un peu plus tard. Enfin, peut-être pas après 2, 3, 4 sorties, mais peut-être après 1 mois, 2 mois. Et puis c'est là que, si on en fait trop. À propos des blessures, quelles sont les blessures un peu typiques que tu rencontres avec les personnes qui font de la course à pied? Et puis, quels sont les signes avant-coureurs aussi de ces blessures-là, et comment on pourrait agir avant que ça devienne trop important? Les blessures typiques, il y en a pas mal en course à pied qu'on rencontre dans d'autres sports, mais il y en a qu'on rencontre vraiment beaucoup en course à pied, notamment au niveau du genou, les problèmes de syndrome rotulien, les syndromes fémoro-patellaires, les problèmes d'extérieur du genou, ce fameux syndrome de l'essuie-glace. Tout ce qui est tendinite, tout ça, c'est vrai que c'est des pathologies alors de surcharge en fait. C'est qu'il y a trop de contraintes. Alors ces trop de contraintes, elles peuvent être soit liées à trop d'intensité, que c'est trop fort, soit à trop de répétitions, c'est trop long. Ça, il y a certaines pathologies qui sont plus de charge, plus de répétitions, etc. D'autres plus d'amplitude, les problèmes de bas du dos. Ces problèmes, quand on fait de la vitesse ou du dénivelé, on a plus d'amplitude de mouvement, et du coup ça vient irriter un petit peu plus les structures. Donc voilà, c'est un peu il y en a une trentaine en course à pied de pathologies. Après, les signes avant-coureurs, il y a plusieurs choses à prendre en compte en fait. Il y a la douleur déjà. Quand on commence à avoir mal à un endroit, je pense déjà ça doit allumer une petite lumière dans la tête des gens en disant voilà, j'ai mal, prendre un peu de recul, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait différemment. Et ça, c'est à prendre en compte. Douleur, après c'est la raideur aussi. Chez certaines personnes peut-être un peu plus âgées, c'est vrai qu'ils peuvent ne pas avoir mal, mais le matin après, ils vont faire de la course ou d'autres activités, et le matin ils ont une articulation, un tendon qui est raide. Ça, c'est à prendre en compte aussi. La raideur, et puis après les gonflements. On parlait d'arthrose avant, c'est vrai que quelqu'un qui court, il peut le faire progressif avec son arthrose, mais si son genou il gonfle après, c'est que c'est trop. Il y en a pas mal qui disent c'est normal, j'ai de l'arthrose, ça gonfle. Non, c'est pas normal. Donc, mais c'est ça, douleur, raideur, gonflement à prendre en compte. Ces signes-là, ils indiquent généralement sur ce schéma que je te parlais de la quantification du stress mécanique, que la ligne rouge, elle a été dépassée. La ligne rouge du tissu en question, de la zone en question, ça a été dépassé. Et donc,
il faut peut-être faire un peu de repos pour que tout ça se calme. Et puis après, reprendre son activité de manière peut-être un tout petit peu plus tranquille. Et puis après, continuer à adapter finalement et d'être juste sous cette ligne rouge plutôt qu'au-dessus. Ouais, donc ça, c'est les moyens de prévention, c'est d'être adéquat dans la charge qu'on impose à son corps. Exactement. À l'instant T, des fois, il est capable de supporter une certaine charge, mais pas toujours celle qu'on aimerait. Ouais. Et ça, des fois, c'est difficile hein, pour les gens de se dire ok, j'en fais un tout petit peu moins, quoi. Et puis, c'est vrai que personnellement aussi, des fois, la tête, tu as envie d'en faire plus que ce que ton corps, il te dit, faites, non, mollo, mollo. Ouais. Et malheureusement, quand on dépasse cette limite, ben, le corps, il te rappelle à l'ordre. Ouais. Et puis, moi, j'explique à tous les patients, une douleur, c'est pas normal. Une douleur, c'est pas normal. C'est le signe d'alerte au niveau du corps. Hein. Donc, si on l'écoute pas, c'est vrai qu'on n'est pas dans le juste. Peut-être certains peuvent tirer pendant pas mal de temps avec une douleur sans que ça soit trop handicapant. Mais à la longue, ça finit quand même par devenir un vrai problème. Donc, plus vite on a cette lumière qui s'allume dans la tête, plus vite on prend du recul. Et il n'y a pas besoin d'aller consulter X ou Y thérapeute. Hein. C'est juste dire, OK, là, je sais pas, j'ai mal au genou. Ah ouais, j'ai fait un peu plus long que la dernière fois, où je suis allé avec des potes et j'ai fait un peu plus fort, on a été plus vite. Ben, j'attends que ça se calme. Ça se calme rapidement, peut-être 2-3 jours, plus mal au quotidien. Puis je reprends assez vite, mais je fais quand même moins. Et c'est vrai que l'idée, c'est pas de faire plus ou la même chose. Quoi. Et puis en attendant que ça se calme, on peut aussi simplement faire un peu différent. Quoi. Du coup, de dire peut-être au lieu d'aller courir, je vais faire un peu de renforcement ou je vais travailler, je vais m'étirer, je vais peut-être faire de la mobilité, etc. Et puis comme ça, on n'est pas au repos complet si on a quand même envie de bouger. Mais par contre, ça permet de se préserver sur l'effort qu'on aimerait, principal, j'ai envie de dire, qu'on a envie de faire. Hein. Ouais, ces activités de transfert de charge, effectivement, ça peut être intéressant. La course, c'est une des activités qui met beaucoup de charge, de stress mécanique sur le corps. Puis répétitif aussi. Et répétitif, c'est ça. Mais donc, du coup, effectivement, on a mal. Alors, quand je dis qu'il faut faire du repos, c'est vrai que dès que la personne, au quotidien, elle a toujours sa douleur, même éventuellement du vélo et tout ça, je dirais, fait plutôt du repos quand même. Après, voilà, si on sent que ça s'atténue, se dire, OK, là, je devrais aller courir, par exemple, ou j'aurais envie d'aller courir, mais j'ai encore un petit peu, va faire du vélo, de la natation, ou bien des étirements du renfort. Ça permet de mettre un petit peu de stress mécanique sur les tissus, mais en étant assez sûr que ça ne va pas dépasser ce qu'ils peuvent tolérer. Puis du coup, vu qu'on a abordé le point renforcement musculaire, selon toi, quelle est l'importance du renforcement musculaire en parallèle de la course à pied? Et voilà, ton avis sur ce sujet, est-ce que tu en fais, est-ce que tu le conseilles ou pas? Alors, le renfort, son nom l'indique bien, ça renforce le corps. Donc, je pense que c'est de toute façon hyper intelligent dans tous les domaines. Ça permet de mettre un peu de charge, de faire travailler la musculature, etc. Sans, dans le cas, on parlait de la course à pied, sans les impacts. Il y a Sébastien Cornette, qui est coach au coaching du coureur, qui a fait un livre qui s'appelle comment ça s'appelle déjà, Moins courir pour mieux courir. Et donc lui, il insiste beaucoup sur le fait avec ses athlètes qui coachent, de faire beaucoup plus de renfort par rapport à la course à pied. Et qu'il se rend compte qu'ils sont tout autant, voire plus performants que ceux qui font que de la course. Que de la course, c'est clair qu'on fragilise, on prend le risque de dépasser les capacités d'adaptation, on se fatigue, on fatigue le système. Si on fait du renfort à côté, ça permet de pouvoir être plus fort et puis justement en enlevant un petit peu ces impacts. Dans le cadre du trail par exemple, c'est vrai que on peut faire pas mal de travail par rapport au dénivelé, que ce soit positif, négatif, qui demande quand même beaucoup de puissance. Ça se fait très très bien par le renfort. On peut aussi très bien se dire tous les jours on fait du kilomètre vertical, on monte, ça renforce aussi, mais il y a le côté stressant qui est beaucoup plus présent. Alors moi personnellement j'en fais pas beaucoup, j'essaye d'en faire, mais le revers du truc c'est que le renfort, par exemple, pour moi j'ai pas de plaisir à le faire en fait. Je sais que c'est bénéfique mais j'ai très peu de plaisir à le faire, donc voilà, à partir de là il faut essayer de trouver des trucs comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup de plaisir à courir, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça peut être des challenges quotidiens de faire 5-10 minutes de renfort tous les jours par exemple, qui n'est pas énorme, mais ça ne prend pas beaucoup de temps, mais voilà, c'est fait régulièrement, donc c'est assez efficace. Il faut trouver un petit peu des challenges.
Maintenant, il faut voir aussi les gens qui courent, pourquoi ils courent. Quelqu'un qui veut juste aller en campagne, en montagne 2 fois par semaine, 2, 3 fois par semaine, une demi-heure, juste pour s'aérer, se vider la tête, il n'a pas forcément un grand intérêt. Enfin, il y a toujours de l'intérêt, mais il n'est pas obligé de faire du renforcement. Quelqu'un qui veut se préparer, qui a un challenge important, ou voilà, de nouveau dans le côté élite, compétition, là, ça devient quand même assez fondamental de le faire, je trouve. Moi, je pense qu'il y a quand même un intérêt de le faire parce que en course à pied, ben, voilà, on stresse toujours les mêmes tissus. Et puis dans tout sport, peu importe le sport que vous faites, on utilise toujours les mêmes aspects plus ou moins de son corps. Alors le fait de renforcer par exemple en course à pied, oui, il y a une implication quand même un peu du haut du corps, mais pas forcément focus sur le haut du corps par exemple. Il y aurait tout intérêt à travailler ça pour, je dirais même en manière santé générale, et pas uniquement tu vois, de tout le temps courir, on est toujours sur la même chose. Enfin, voilà, après, si on va, comme tu dis, si on va aller plus loin sur des objectifs de course plus importantes, là, on a un coaching privé, on a une personne qui a fait qui fait du trail aussi, etc. Et puis qui a fait vraiment une grande course. Là, 2 ans avec nous, il a fait du renforcement musculaire. Et effectivement, dans tous les sports, il fait beaucoup de ski aussi et tout. Il voit la différence. Il faisait de l'escalade, etc. aussi. Et il voit vraiment la différence d'avoir fait du renforcement musculaire. Alors là, je dis qu'il a fait avec nous, mais ça peut être avec quelqu'un d'autre aussi, quoi. Mais c'est là que je pense que le titre du livre est vraiment parfait, quoi, parce que je pense que les coureurs auraient même intérêt des fois, sur par exemple 3 sorties, d'en enlever une puis de faire du renfort à la place, et ils auraient certainement plus de plaisir encore à courir que de faire uniquement la course à pied. Alors, ça c'est mon avis. Mais... Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Après, c'est vrai que pour voir pas mal pour discuter avec pas mal de coureurs, j'avais cette catégorie de gens qui veulent juste s'aérer l'esprit. Tu leur enlèves une sortie où ils s'aèrent l'esprit, qui vont en nature pour du renfort, en salle. Alors ça peut être fait dehors. Après, je pense que c'est peut-être qu'ils n'ont pas, mais c'est peut-être la même chose pour moi, tu vois, en course à pied. Tu vois, on n'a peut-être pas encore trouvé la formule qui fait qu'on trouve du plaisir, comme tu disais, que tu trouves du plaisir dans le fait de faire du renfort. Il faut une notion de plaisir, je pense, effectivement. Mais en le faisant, des fois, moi je remarque quand je suis régulier dans le renforcement musculaire, c'est là que tu commences à ressentir vraiment les bienfaits en toi. Et c'est là que du coup tu trouves aussi du plaisir à faire. Que voilà, si tu n'en fais pas du tout ou tu perds la régularité, et des fois c'est dur, comme tu disais, c'est dur de se remettre. Et même si on est dans le domaine santé, le sport, etc., on a aussi ces aspects-là que c'est dur des fois de reprendre, quoi. Donc, mais je pense que c'est aussi peut-être qu'il y en a qui n'ont pas essayé encore. Probablement. Après, c'est vrai que pour pas mal de renfort, il faut aller peut-être en fitness, en salle. Ils voient la salle de fitness, c'est ça. Donc c'est très négatif déjà d'emblée. Après, il n'y a pas forcément, on peut avoir ça un peu à la maison, ça n'implique pas énormément de matériel. Alors après, plus on veut être spécifique, peut-être plus il y a de matériel à avoir, mais on peut avec très peu. Rien qu'avec son corps, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire, avec quelques haltères. Effectivement. Et après, je pense des fois ce qui manque un peu, c'est la structure en fait, de comment organiser son entraînement pour que ce soit dynamique et pas qu'on ait cette vision justement en fitness où on est à 3/4 du temps après sur son téléphone, etc. Rien contre les fitness. Mais voilà, il y a mieux à faire, je pense, en termes d'organisation de son entraînement. Et c'est la même chose en course à pied. Je pense qu'on peut, on peut aller aussi courir, s'aérer l'esprit sans trop réfléchir à la progression. Mais après, si on veut progresser aussi en termes d'adaptation dans le corps, de santé, etc., c'est toujours intéressant d'adapter un peu la charge ou de varier aussi sa sortie de course à pied. Et il y aurait du sens niveau santé et niveau adaptation dans son corps, je pense. Non, je pense que c'est clair. C'est un débat, mais c'est vrai que voilà, moi je pense que le renforcement musculaire, ça peut tellement changer plein de choses dans la vie des gens, au-delà de, sans même pas parler de sport, tu vois, dans la vie des gens. Et je pense des fois on n'y pense pas assez, et pourtant il est dans les recommandations, tu vois, de santé. On a l'aspect lutter contre la sédentarité, de bouger un maximum. Mais après il y a aussi cet aspect de renforcement, et puis on avance en âge, encore travail d'équilibre. Mais des fois c'est l'aspect qu'on oublie, je pense. Je sais pas si c'est vrai qu'il est mis de côté. Mais moi je mets ça sur le fait que c'est un peu moins grisant, mais qu'il faut trouver il faut trouver justement cette étincelle qui permet de le faire, effectivement. Ça, c'est parce que tu n'as pas encore essayé Hop Santé. Le gars biaisé. Non, je rigole. Du coup, on a sauté un peu dans le fil rouge, on a parlé renforcement musculaire. On va parler, mais comment l'ostéopathie, elle peut aider dans la prévention des blessures, notamment là, on reste autour de la course à pied. Comment ça peut prévenir simplement ou aider à la prévention des blessures, si ça peut prévenir.
Ouais, j'ai peut-être pas la même vision que des collègues, je sais pas, mais pour Le but, moi, c'est d'avoir ta vision. justement, ouais, je suis assez au clair avec ma vision, Mhm, justement. mhm, C'est qu'en fait, je pense on prévient pas grand-chose. mhm, Comme le 80% des blessures en course à pied, donc voilà, quand on est blessé, prévention, enfin le 80% des pathologies en course à pied, c'est un problématique dans sa façon de pratiquer, mhm, dans sa charge en fait, gérer mhm, sa charge d'entraînement. mhm, On a été trop vite, trop fort, on développe une irritation, on dépasse cette capacité maximale d'adaptation et on blesse les structures. Le premier truc à titre préventif, et même curatif, dès qu'il y a une blessure, c'est de revoir la façon de pratiquer le sport en question. mhm, Les 20% restants, l'ostéopathie en fait probablement partie, au même titre que d'autres thérapies manuelles, que pas mal de choses. Ça peut entrer en ligne de compte dans le cadre où effectivement quelqu'un qui fait de la course à pied, qui sent qu'il est vraiment déséquilibré, qu'il y a des gros blocages, que la mobilité d'un endroit n'est pas optimale, on peut imaginer qu'avec ça et le fait de courir, effectivement, ça met un stress trop important sur certaines zones du corps. mhm, Et donc, on peut peut-être lever un petit peu ces déséquilibres, ce qui aiderait effectivement le corps à moins subir. mhm, Mais c'est certain, voilà, c'est en plus de la charge. mhm, Et je dirais le gros, c'est qu'il faut regarder la charge. mhm. Donc, Ouais, c'est un c'est complément, quoi. C'est un un complément complément. avec une partie peut-être bien-être ou pas, tu penses? Ou je Bah dis oui, ça n'importe fait. Alors les assurances détestent le mot bien-être dans les thérapies, comme l'ostéopathie. Ça fait du bien, c'est quoi. sûr. Ça fait pas de mal en fait, surtout. Mhm, Maintenant, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est indiqué? C'est là que des fois c'est difficile à discerner. Et pour les patients en soi, aussi pour les gens, c'est pas évident de savoir est-ce que j'ai besoin d'aller consulter ou pas. mhm, Voilà, après, à partir de là, si on ne sait pas, il faut aller consulter, on fait un bilan, on regarde ce qui se passe, et puis moi, une séance, c'est bon. Et puis mhm, après, puis s'il y a vraiment des problèmes plus conséquents, là, il y a peut-être lieu mhm, de regarder un peu plus en détail, et puis sur une, deux séances, trois séances, je ne sais pas, mhm, parce qu'on peut dire, ok, oui, là, il y a une problématique, déjà par la discussion, puis après par les tests qu'on peut faire en ostéo, etc. mhm, mhm. Ouais. Personnellement, je vois l'ostéopathie comme un tremplin vers plus de mouvement. Est-ce que c'est une vision que tu partages ou pas? On redonne de la mobilité, ouais, Mhm, c'est sûr. On redonne de la mobilité au corps. Maintenant, voilà, quelqu'un qui n'a pas de symptômes, il a probablement des petites restrictions de mobilité ou comme mhm, ça. Est-ce que ça vaut la peine d'aller les traiter à titre préventif? En toute honnêteté, on n'en sait rien. mhm. On n'en sait rien. Mais Donc à s'ils partir de sont là, là, par exemple, s'ils sont, si vraiment les symptômes sont là, oui, si les ouais, symptômes sont ça là, va aider. voilà, nous, il y a une notion de symptômes. Mhm, Rien que déjà par rapport à la personne en soi, son confort, oui, il y a lieu mhm, d'aller mhm, travailler. Mais sur redonner de la mobilité pour être plus préventif, ça, on n'en sait ça pas en pas, fait. ouais. Le seul cas où moi je fais des suivis comme ça, à titre préventif, c'est sur de nouveau les sportifs de haut niveau, Mhm, et encore plus spécifiquement dans certains sports où mhm, ils ont peut-être besoin d'amplitude de mouvement importante, puis que mhm, voilà, il suffit qu'il y ait un mouvement qui soit un peu moins bien, mhm, ça peut jouer sur leur performance. Là, c'est assez intéressant. mhm, Donc c'est des séances qui se font avant certaines compétitions, juste après aussi. Il y a la gym, il y a les agrès, mhm, l'escalade par exemple. Voilà, après les courses vitesse, mhm, oui, le trail, un peu moins. mhm, Mais après, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire ouais, parce qu'on donne plus de mouvement, on sera plus préventif. mhm. Parce que des fois, pourquoi je disais l'ostéopathie comme un tremplin vers plus de mouvement, parce que des fois, j'entends un peu des personnes qui voient aller chez l'ostéopathe pour presque un peu un petit miracle, un peu par exemple, je sais pas, quelqu'un qui s'est bloqué le dos, Mhm. et du coup, elle va voir que ou même des douleurs de dos chroniques, etc. C'est un peu différent du coup. Mais ils voient l'ostéopathie en disant oh, je vais aller chez l'ostéopathe et c'est bon, il va me remettre en Ouais, place, entre guillemets, et après je vais être guéri, tout ça. Puis ouais, après, ils retournent sur leur canapé, ouais, ouais, si ouais, j'exagère un peu ouais. la métaphore. Et du coup, ouais, moi je pense que ça marche pas comme ça, mais est-ce que tu me rejoins sur Mhm. cette vision-là? Ouais, je te rejoins Parce que- bien. Ouais. Je te rejoins bien. Je fais un parallèle avec les gens qui ont, par exemple, des blessures en course à pied depuis une année, 2 ans, Mhm, syndrome l'essuie-glace. mhm, Moi, ils arrivent au cabinet et en fait, ça fait 2 ans qu'ils traînent leur truc,
qu'il y ait de la surcharge, qui est dans leur façon de faire, et ils s'attendent, et leur demande, c'est que ils veulent rapidement être guéris. Ça ne marche pas comme ça. C'est pareil avec mal de dos. Alors, mal de dos aigu, on agit quand même en ostéo assez vite dessus. Alors voilà, il y a tout un... Regardez les red flags, je ne rentre pas en détail là-dessus, mais sur une lombalgie, je dirais standard, commune, on agit quand même rapidement dessus, donc on soulage, on donne du confort. Mais c'est vrai que si ce droit derrière, c'est pour retourner dans la chose qui leur amène un manque de mobilité ou qui leur amène de la surcharge, ce n'est pas le but. Le problème chronique, là aussi, c'est vrai que on peut aider. Le problème chronique, on peut donner du confort, mais il y a tout un volet explicatif sur le mouvement, sur le fait de se renforcer, sur le fait de bouger, pour finalement empêcher que ce problème chronique prenne trop d'importance. Ouais, c'est quelque chose de complémentaire à justement, comme je disais, un tremplin vers plus de mouvement, parce que vous allez aider à donner aussi d'autres signaux, redonner de la mobilité, et puis qu'ensuite, si la personne en fait bon usage, j'ai envie de dire, ça permet qu'elle aille mieux, plus vite peut-être que si elle faisait rien de tout ça, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis du coup, la récupération aussi dans tout ça, dans quelqu'un qui court régulièrement, quelles sont tes recommandations en termes de récupération? Quelle est l'importance de cette récupération également? Parce que des fois, on oublie, on n'est que dans l'effort. Et puis, alors, bon, je ne parle pas du volet alimentaire qui non, est pas juste tout mon en termes domaine, de mouvement. Ouais. Puis pour des personnes pas coureurs d'élite, tu vois, des coureurs 2-3 fois par semaine. Je donne par exemple souvent un ordre d'idée, c'est-à-dire que pour moi, on fait une sortie course à pied. Déjà, c'est de s'analyser, donc pas de douleur, on a parlé de la douleur, pas de raideur, pas de gonflement pendant la course, après, le lendemain. Si c'est le cas, on pourrait très bien réenchaîner la sortie. Si on est capable de refaire la même sortie qu'on a fait la veille, c'est pas un problème. À partir de là, si on se sent pas capable de le faire, c'est vrai que ça implique de faire un changement, de faire autre chose ou de faire du repos. Donc voilà, quelqu'un qui tout à coup fait une course ou se met à la course à pied, voilà, s'il écoute ces paramètres-là, il peut très bien enchaîner sans avoir une grande récupération, sans grand repos à côté, mais voilà, ça implique l'écoute corporelle. Je voyais sur Instagram là l'autre fois, on voit de tout sur les réseaux sociaux, mais une fille qui disait qu'après un marathon, il faut au moins 2 semaines pour récupérer. C'est pas vrai, pas vrai. Il y a des gens qui leur faut 3-4 jours pour récupérer, puis d'autres il leur faut 3-4 semaines, je sais pas. C'est propre à chacun, mais la question c'est est-ce que tu es capable de refaire une activité que tu as fait un petit peu. Alors dans le cas d'un marathon, on n'enchaîne pas 2 marathons de suite, mais est-ce qu'on peut se remettre en mouvement tout de suite après une course ou après une sortie le lendemain? Si c'est le cas, c'est pas un grand problème, mais c'est s'écouter en fait. C'est surtout ça. Moi, la récupération, c'est s'écouter. Puis j'aime bien favoriser des récupérations actives aussi, c'est de se dire ok, tu as été courir avec des amis, avec un groupe comme ça, voilà, le lendemain tu as des courbatures, là tu fais un peu tranquille, puis 2 jours après si ça va mieux, va peut-être faire un autre truc, du vélo, ou bien justement on a dit avant de la natation, où tu vas marcher, puis une fois que ça va mieux, tu te refais ta course. Ouais, d'adapter la charge, quoi, finalement. Adapter la charge, ouais. Et après la récup, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, mais dans la récup et puis dans tout le processus, le sommeil qui pour moi est fondamental. Ouais, clairement. Des fois, on oublie un peu cet aspect-là, mais le sommeil est important. Ouais, il nous manque beaucoup à tous, il nous manque quelques heures dans la journée, et du coup, c'est le sommeil qui prend. Puis c'est vrai que le sommeil, alors je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais il a un rôle énorme dans sa façon d'être et dans la prévention et dans tout ce qu'on veut. Ouais, je vois ça ces jours avec un nouveau-né. On voit l'importance du sommeil. Ouais. Et puis, du coup, s'il y a une blessure qui apparaît quand même suite à la course à pied, quelle réaction tu conseillerais à avoir suite à cette blessure? Alors après, c'est un peu large, on va dire, peut-être, si tu veux préciser sur quelques blessures un peu typiques, les réactions à avoir. Ouais, non, c'est pas tant large que ça, parce que je l'ai mentionné avant, justement, c'est de dire, ok, il y a donc blessure, en fait, ça veut dire qu'il y a une douleur, il y a une symptomatologie. Et donc, à partir de là, c'est très rapidement de prendre du recul
sur ça, dire ok, tiens, c'est cette lumière rouge qui s'allume dans la tête, prendre du recul puis d'essayer d'analyser pourquoi. Parce qu'il y a une blessure, c'est que justement il y a eu trop de charges, il y a eu trop de contraintes ou que notre capacité du corps elle a diminué. C'est-à-dire qu'on n'a rien changé dans sa façon de faire, etc. Mais qu'on est beaucoup plus fatigué, qu'on est tombé malade, etc. Mais il y a un changement en fait. Et donc c'est très vite d'analyser ce changement et ce qui permet en fait une prise de conscience et ce qui donne des pistes pour comment gérer par la suite. C'est-à-dire ok, oui, là il faut avoir l'honnêteté d'admettre j'ai fait plus que ce que mon corps le demande, ou j'ai fait la même chose mais que je suis moins en forme actuellement. J'ai compris ça, donc je me pose un petit peu, j'essaie de faire différemment pour que cette symptomatologie qui m'a allumé la lumière se calme, et je reprends tranquillement. Peut-être un petit peu moins pour tester, puis ok, oui, ça va, tac. Et je pense que si rapidement on fait ça, on prévient, enfin, on empêche le développement vraiment réel d'une pathologie de manière assez efficace. Le problème, c'est que pas mal de gens ne le font pas, et donc du coup, ça irrite, ça baisse le potentiel d'adaptation du corps, ça fait de plus en plus mal. Et puis, ben voilà, 2, 3, 4 ou plusieurs années après, ils vont consulter à gauche, à droite, alors qu'on est déjà dans quelque chose de chronique, donc c'est plus long à mettre en place, et puis donc c'est plus compliqué. Mais prendre du recul, analyser, comprendre, adapter, je pense que c'est la base. Et puis c'est vrai que si en faisant ça, on voit que ça marche pas trop, que ça fait toujours mal, qu'on a réduit, on a fait une pause, ça allait mieux, on reprend un petit peu, ça fait tout de suite mal, c'est vrai que c'est assez vite d'aller consulter quelqu'un, un professionnel de la santé pour voir avec un œil extérieur un petit peu ce qui se passe, faire des tests. Et puis de nouveau, je sais, dans le cadre de l'ostéo, c'est ma profession, mais est-ce qu'il y a un déséquilibre qui amène finalement trop de stress sur un tissu? Puis comme ça, on éviterait que ça devienne justement chronique et puis qu'après on s'embête des années ou plus des fois. Je vois souvent la peur, en fait, une des choses, c'est que dans le domaine de la course à pied, des gens qui fassent des courses ou pas, ils ont toujours peur qu'on leur dise d'arrêter. Et malheureusement, ça, on paye un petit peu le message qu'il y avait pas mal à l'époque, j'ai envie de dire, et puis peut-être maintenant, pas mal de thérapeutes sont encore dans ce canevas-là, dire, OK, il y a une irritation, il y a une douleur, il faut stopper 6 semaines, plus rien faire et tout ça. Puis les gens ont peur de ça. Et je pense que c'est intéressant d'entendre que je pense stopper, c'est pas une bonne idée. Mais de continuer sur le même truc, c'est pas une bonne idée non plus. Et les gens, on parlait du juste milieu, d'adapter. Mais les gens, ils ont peur qu'on leur dise de stopper, donc ils vont pas consulter et ils traînent leur truc longtemps. Mais tu vois, par exemple, il y a des choses qui n'ont pas de sens. J'ai déjà eu le cas de figure plusieurs fois avec les personnes qui viennent chez nous. C'est que, notamment, ils reçoivent un certificat du médecin qui marque de pas de sport pendant 6 semaines, par exemple. C'est souvent pas de sport pendant 6 semaines. Par contre, d'aller faire de la physiothérapie, tu vois. Donc, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est une méconnaissance un peu, notamment de ce qu'on fait, de notre travail. Parce que, ok, peut-être avec ce que la personne a, c'est peut-être pas le bon plan d'aller faire du basket, du hockey sur gazon, etc. Puis d'aller directement se remettre dans la compétition. Mais en général, c'est pas le cas de figure des personnes. Donc, le pas de sport, c'est trop général pour moi. Et puis nous, notamment dans les séances qu'on a, il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs, qui ont des pathologies, des personnes qui ne sait rien du tout, mais l'idée c'est qu'on prend en compte tout ça et puis on adapte. Et puis à mon avis, c'est pas noir ou blanc, mais on nuance et puis on est plutôt dans la zone grise et puis du coup c'est là qu'on peut continuer à bouger, mais sans péjorer la douleur. Donc, voilà, donc pour moi c'est presque une recommandation un peu bête quoi, de mettre 6 semaines et c'est un peu arbitraire pour dire il y aurait plein d'autres choses à faire. C'est ça rejoint ce que tu as dit juste avant. Quoi. Complètement, ouais. Après, voilà, c'est vrai que c'est toujours le problème, ce que je vois, moi, c'est que sur ces recommandations, c'est que c'est le manque de temps de certains thérapeutes, où on est toujours plus à l'abri, on se met à l'abri en étant très, très protecteur, en disant, voilà, on ne prend pas le risque que la personne, parce que de toute façon, si on n'a pas le temps de la suivre, on dit, tu ne fais plus rien, on ne prend pas le risque qu'il y ait un problème. À l'inverse, il faut on se dit ok, non, tu dois faire, mais déjà il y a le volet éducation, il faut prendre le temps d'éduquer, de parler, d'expliquer avec des schémas, etc. pourquoi il ne doit pas rien faire. Et puis après, il faut suivre aussi un peu. Je pense qu'effectivement, moi je téléphone souvent, 2-3 jours après, est-ce que tu as pu aller courir 5 minutes Oui, sur des cas de fracture de stress, par exemple, fracture de fatigue au niveau du pied.
Je veux dire, on va mettre des attelles. Alors, il y a des fractures de stress à haut risque, il faut faire gaffe, c'est clair, que je délègue, mais il y a des zones où en fait, il n'y a pas de risque. Et puis de faire du repos, ouais, la symptomatologie, elle va aller mieux parce que c'est plus stimulé, mais sur la régénération tissulaire, c'est pas bénéfique. Et donc la personne, si elle a une fracture de stress, si elle peut aller marcher déjà, ou être à la maison sans un attel, etc., pour aller stimuler un peu, mais en s'écoutant, ce sera tout bénef, quoi, franchement. Ouais, clairement, non, mais c'est vraiment d'adapter, quoi. Puis c'est vrai que c'est plus simple, comme tu dis, de dire repos, mais le problème, c'est quand tu dis repos à des personnes qui ne sont pas dans le milieu du sport et la santé, etc., c'est que c'est canapé, quoi, plus ou moins. Et puis canapé, finalement, c'est délétère de dire repos 6 semaines, parce que elle a tous les effets de la sédentarité qu'on a vu et que tu as mentionné au tout départ, c'est que ça a des effets très néfastes sur le corps. C'est clair. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il faudrait amener plus de nuances. Et puis, pour notre domaine, par exemple, si quelqu'un peut faire de la physiothérapie, il va pouvoir faire avec nous parce qu'on va adapter, tu vois. Et du coup, on va plutôt essayer de collaborer avec que ce soit l'ostéo, le physio, etc., que de se marcher dessus, quoi. Donc c'est un petit coup de gueule, hein, entre guillemets, mais des fois, c'est vrai que c'est frustrant parce que les personnes, elles vont écouter et puis elles vont dire non, mais moi, pendant 6 semaines, et elles vont presque avoir peur, en fait, de faire quelque chose, alors que ce serait bénéfique pour ces personnes-là de faire quelque chose pendant ces 6 semaines, mais différemment. Ok, c'est pas ce que tu vas faire, ce que tu faisais avant. Et il y a un autre volet, c'est que tu leur dis 6 semaines, effectivement, ça leur fait peur et tu rends, en fait, tu donnes un gros effet nocebo à la problématique. Et tu ancres encore plus la problématique. Je veux dire, c'est du repos, j'ai pas le droit de faire de choses, donc c'est assez important ce que j'ai, alors que non, pas mal de choses. Alors il y a des choses qui sont graves, hein, on est d'accord, mais pas mal de choses sont pas. Mais tu adaptes, puis tu adaptes aussi si tu as une problématique, ok, il y a des choses où tu parlais de la fracture de fatigue au niveau du pied, de faire de la natation ou du vélo sur ton os qui est un petit peu, qui a une petite trait de fracture, c'est pas énorme. Si cette activité te fait pas mal, tu peux le faire, tu vas faire du cardio, puis cette activité cardiovasculaire, elle va aider ton système à s'adapter, ça va amener plus de sang, on peut imaginer physiologiquement, je ne suis pas physiologiste, mais ça va amener plus de sang sur la zone lésée, donc la cicatrisation peut mieux se faire, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais, puis des fois, 6 semaines, si la personne ne fait rien, après elle va reprendre plus ou moins comme s'il n'y avait rien eu. Puis finalement, non, parce que pendant 6 semaines, c'est déconditionné, donc de toute façon, tu dois adapter, sauf que tu repars de encore plus loin que si tu avais commencé un peu plus tôt, en faisant les choses intelligemment, parce que c'est clair, il faut adapter des choses. Quand il y a des douleurs, comme tu dis, c'est pas pour rien, donc il faut adapter, ça c'est sûr. Moi, c'est ce qui m'a amené en fait à aller faire ces formations, par exemple à la clinique du coureur, c'est qu'effectivement en cabinet, j'avais des gens qui avaient tendinite ou une irritation au niveau de la rotule, etc., ou une boursite de hanche. Et puis voilà, et on leur dit, au début je faisais ça, je disais, là c'est des signes inflammatoires, c'est une maladie, c'est une pathologie, il y a de l'inflammation, il ne faut plus rien faire, il faut que ça se calme. Et puis de manière assez longue, et puis tu essayes en ostéo, de faire des traitements sur lesquels tu n'agis pas spécialement. Et puis ça va mieux parce que c'est plus stimulé. Donc c'est vrai que les gens, 3, 4 semaines, 5 semaines ou 6 semaines après, ils vont mieux, puis ça va mieux, donc on repart direct dans le même schéma. Puis après. Et c'est là que ça pète souvent et qu'ils reviennent, et puis en fait, ça ne marche pas. Ouais, mais c'est bien que ça évolue quand même, mais des fois, il y a des choses qui évoluent un peu lentement, des fois. Ouais. Mais je fais encore le volet, vu qu'on fait un peu un coup de gueule sur le côté, par exemple, anti-inflammatoire. Tu fais mal, c'est repos plus anti-inflammatoire. C'est le combo magique pour pas cicatriser correctement. C'est ça. Je veux dire, c'est le combo magique pour aller vite mieux sur la douleur, c'est sûr. Ça, c'est pas le nier. Très rapidement, ça va mieux, mais sur le côté long terme, donc à court terme, c'est bien, mais sur le volet long terme, c'est n'importe quoi. C'est ça, il faut plutôt laisser l'inflammation, laisser le corps faire son travail, en fait. Dans la mesure du possible. Après, c'est vrai que si tu peux pas dormir, non, mais tu peux déjà essayer de prendre un antidouleur et voir déjà si ça fait effet. Exactement. Et c'est aussi avec la glace qui est très discuté, quoi. C'est glace ou pas glace dessus. Moi, j'ai tendance à dire, c'est que si tu supportes vraiment pas cette douleur, etc., ok, mets un peu de glace, ça va pas te tuer. Par contre, si tu la supportes, laisse le corps faire son job. Puis on en revient sur l'écoute du corps et sur l'adaptation, quoi. Mais c'est vrai que l'inflammation, au niveau physiologique, au niveau du corps, c'est comme la fièvre, c'est quelque chose de naturel qui va viser à mieux guérir la zone. Donc de couper ça, c'est néfaste, et on ne peut pas le nier. Mais on continue de prescrire tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai.
Du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Donc déjà, merci beaucoup pour ta participation, cet échange. Merci à toi. Et est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais faire passer aux personnes qui nous écoutent, que ce soit au sujet de l'ostéopathie, de la course à pied, enfin tout ce qu'on a bataillé ensemble? Non, je pense qu'on a été assez clair. Le mot d'ordre, c'est faut bouger, il faut que les gens bougent. Je pense que des structures comme la vôtre est fondamentale pour pas mal de gens. C'est hyper important et beaucoup de gens peuvent se mettre à bouger aussi de leur côté, mais il faut bouger. Je crois qu'on a l'échange qu'on a eu était assez clair, il me semble, sur le sujet. Exactement. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, ce qui est un site, etc. Ouais, moi je publie beaucoup sur Instagram. Justement, j'en ai fait un peu de ce réseau, enfin de Instagram, un peu un outil pour promouvoir justement certains conseils que je donne en cabinet, etc., de manière vulgarisée, aussi sur certaines pathologies. Je trouve que c'est un bon outil pour, à large échelle, essayer de diffuser ça. Donc on peut me retrouver là, c'est vraiment axé course à pied. C'est vraiment axé course à pied, mais là, ou Facebook, en fait, mais Facebook, je suis un peu moins fan. Mais, et puis tu as aussi ton site internet? J'ai un site internet, mais qui est juste en fait une page pour numéro, adresse de mon cabinet, donc il n'y a pas grand intérêt. Mais ouais, puis effectivement, je pratique à Sion. Donc, Du coup, on mettra ces liens dans la description. Volontiers. Et puis je te remercie encore une fois. Allez donner aussi de la force à ce podcast pour cet épisode. Toujours un petit like, un partage et tout, ça nous aide. Et ça nous donne de la force aussi pour continuer à vous proposer plein de contenu. Je vous remercie pour les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et puis je vous dis à tout bientôt. Merci, ciao.